délicieux co-créateurs, c'est Lilou pour la télé de Lilou. Je suis au Québec avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Mon Dieu, ça y est, nous y sommes, nous voilà, nous sommes enfin réunis à Val-David, chez vous. J'en suis ravie. Merci de cette interview. Ben, moi aussi, je suis ravi. Ça fait des années qu'on se court après et qu'on n'a pas trouvé le temps de se rencontrer. Alors, ça me fait très plaisir de te recevoir chez moi, effectivement, à la campagne, à Val-David, à 100 km au nord de Montréal. Ouais, c'est un beau petit village, hein. C'est un très, très beau petit village. D'ailleurs, la pancarte à l'entrée du village, c'est un monde à part et à partager, et c'est vraiment le cas. Waouh, waouh, waouh. Alors, on est là dans ce magnifique cadre avec cette belle petite fontaine que peut-être nos délicieux co-créateurs entendent. Donc je vais tutoyer hein, parce que c'est tellement un langage du cœur et une interview venant du cœur que le tutoiement paraît beaucoup plus normal et voilà. On y va pour le tutoiement. Donc tu es conférencier, auteur, ça fait des années que tu es dans cette industrie quelque part ou dans ce mode de recherche, d'offrir de l'information qui est importante au public, tant au niveau de la santé que du développement, que de la physique quantique, parce que tu as commencé par la physique quantique quand même, hein, c'est ça, il y a combien d'années? Ben, en fait, c'était en 1979 que j'ai commencé mes études en physique à l'université de Namur en Belgique, puisque je suis belge d'origine. Et donc, j'ai fait mes 4 ans de maîtrise en physique. Et puis, j'ai commencé un doctorat en physique quantique théorique à une époque où la physique quantique n'était pas encore à la mode au niveau du monde, du grand public. Personne n'entendait, personne ne savait ce qu'était la physique quantique, mais ça s'étudiait déjà à l'université. Et c'est un domaine qui m'a tellement fasciné et tellement passionné que j'ai décidé de quitter, c'était pas la seule raison, mais j'ai quitté mon doctorat, j'ai donné ma démission, donc je ne suis pas docteur en physique, je n'ai pas terminé mon doctorat, et j'ai refait des études en philosophie parce que en physique quantique, on se pose une question fondamentale, c'est quelle est la nature fondamentale du réel? Et finalement, les plus grands physiciens du monde aujourd'hui sont incapables de répondre à cette question. Donc finalement, ça nous amène à des questions plus d'ordre métaphysique que des questions physiques. Et donc c'est très naturellement que je suis passé de la physique quantique à la philosophie. Ouais, à la philosophie, mais à la santé aussi. Il y a eu pas mal de propagation au niveau de. Enfin, tu as décidé de partager quand même pas mal d'informations. Je me rappelle au niveau des vaccins, hein, quand il y a eu ce problème, pas ce problème, mais bon, il y avait eu on n'est pas très bien informé à plein de niveaux de nos jours, non? Ça, c'était une volonté aussi de mettre en même temps de la vérité ou de la lumière sur quelque chose qui n'était pas dit. Mais je dirais que si je devais définir ma mission, j'ai toujours été à la recherche de ce qui peut permettre aux individus de vivre leur vie de manière autonome et de manière responsable. Et leur enseigner des outils et des processus qui leur permettent d'être le moins dépendants possible de médicaments, de thérapeutes, de guides, de gourous, etc. C'est-à-dire que pour moi, l'autonomie des individus, c'est vraiment au centre de mon travail et de ma mission. Et effectivement, quand je vois que la médecine essaye de prendre du pouvoir sur les individus en les manipulant par la peur, ben, parfois mon sang ne fait qu'un tour, mon âme de chevalier se réveille et dit bon, attendez, réfléchissez un peu là à ce qu'on est en train de nous raconter comme bêtises à propos de la grippe H1N1, puisque ça a été mon combat à cette époque-là. Ouais. Quelles sont les autres choses où tu trouves qu'on perd notre pouvoir justement au travers de cette peur qui peut nous être qu'on reçoit hein, et on vit dans en fait je me demande quels sont les autres éléments de notre vie comme ça que tu vois ou que tu as détecté lors de cet grand apprentissage de la vie et cet enseignement qui nous bloque de vivre notre potentiel en fait. Des espèces de vérités qui ne sont pas des vérités ou dans lesquelles on vit qui nous bloquent. Je dirais que potentiellement, on peut perdre le pouvoir dans tous les domaines de notre vie. Tu sais, quand j'y réfléchis, dans le domaine des relations interpersonnelles, c'est quand même comme ça que je suis entré dans le monde du développement personnel ou de la croissance individuelle. C'est parce que j'ai été moi-même confronté à des situations de pouvoir et de jeux de pouvoir, de manipulation inconsciente et involontaire, qui ont fait que j'ai été obligé de
prendre ce problème à bras-le-corps et essayer de trouver des solutions pour être moins manipulé et moins manipulable. Bon, donc c'est sûr que le domaine des relations est un domaine où on perd énormément de pouvoir, potentiellement en tout cas, parce que on ne s'autorise pas à être soi-même, on a toujours l'impression qu'on doit ménager la chèvre et le chou, qu'on ne peut pas choquer, qu'on doit rester politiquement correct, etc. Mais quand j'y pense, je dirais, la vie sexuelle est un autre domaine dans lequel on peut perdre pouvoir aussi, soit parce qu'on est dans des dépendances affectives, soit parce qu'on est sous le diktat de la publicité ou des images que la société nous renvoie sur la publicité. C'est quand même assez dramatique de voir que la plupart des jeunes, c'est une enquête qui a été faite au Canada il y a une dizaine d'années, la plupart des jeunes de 16 à 19 ans, l'essentiel de leur éducation sexuelle s'est faite à travers le visionnement de films pornographiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la référence première des jeunes en matière de sexualité, c'est la pornographie. Je dirais que là aussi, il y a une perte de pouvoir. Mais il y a aussi une perte de pouvoir au niveau économique, c'est-à-dire que la manière dont on nous raconte l'origine de la crise que nous vivons en nous faisant croire que c'est une crise économique et que bientôt on espère qu'on va relancer l'emploi, etc., alors qu'en réalité, la racine même de la crise économique, c'est le système qui a été mis en place par les banques privées pour faire en sorte que les États ne puissent plus battre leur monnaie eux-mêmes et soient obligés d'emprunter de l'argent pour simplement mettre de l'argent en circulation dans la population. Ce qui fait que maintenant, tous les pays sont endettés à cause des banques privées. Les seuls qui s'enrichissent véritablement dans notre société, c'est les banques. Alors, là aussi, c'est un autre secteur dans lequel on perd son pouvoir. Le secteur alimentaire aussi, quand je vois les dégâts que Monsanto fait sur tous les continents, avec cette aberration de rendre des grains stériles de telle sorte qu'on ne puisse pas reprendre un dixième de sa récolte pour les ressemer l'année suivante, en générant des centaines de milliers de suicides chez les paysans, que ce soit au Brésil, que ce soit en Argentine, que ce soit en Inde, etc. Tout ça, c'est aussi des secteurs où nous perdons notre pouvoir. Nous sommes de plus en plus dépendants sur tous les secteurs. Je pourrais continuer, mais je pense que ce sont je dirais les thèmes principaux qui me préoccupent et sur lesquels je porte mon attention. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs réactions face à ça. Certaines personnes décident de partir au combat ou d'être actives, d'autres, au contraire, se sentent victimes et portent le doigt ou pointent du doigt vers les méchants. Quelle est ta vision des choses? Comment faire face à toutes ces choses qui peut-être fonctionnent mal dans notre société, mais comment retrouver notre pouvoir? Moi, c'est ça qui m'intéresse, pour que vraiment on puisse vivre cette vie délicieuse que nous sommes invités à vivre. Au-delà de ça, parce que oui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais comment nous pouvons être face à ça? Oui, alors tu parles de reprendre le pouvoir et c'est effectivement le slogan de l'école en ligne que je viens de mettre en place il y a quelques mois sur Internet, où le slogan c'est reprenez le pouvoir sur votre propre vie. Parce que pour moi, finalement, ça fait pratiquement 25 ans que je travaille dans le monde de la croissance individuelle et je me suis dit, si je n'avais plus qu'une chose à garder dans tout mon travail, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, c'est ça, c'est donner aux individus les moyens de reprendre le pouvoir sur leur vie. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que me battre contre les grands méchants, Monsanto, les pharmaceutiques, les banques, etc., ça me met dans une situation de colère, d'impuissance, ça me met dans une situation où je me blesse beaucoup. Je dois dire qu'il m'a fallu plus de 2 ans pour me réparer spirituellement et intérieurement et psychologiquement après mon combat titanesque contre les compagnies pharmaceutiques et contre le vaccin de la grippe H1N1. Pour me rendre compte finalement que ça avait peut-être influencé quelques centaines de milliers de personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, mais moi j'ai payé un prix extrêmement fort et extrêmement douloureux pour me rendre compte en plus que c'est pas ça que j'ai envie de faire de ma vie. J'ai pas envie d'être dans le combat, j'ai pas envie d'être dans la négativité, ce qui fait que j'ai mis de côté maintenant mon armure de chevalier. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que chaque individu a un pouvoir énorme qu'il ignore la plupart du temps, c'est le pouvoir tout simplement de dire non. De dire simplement
non merci. Et on n'est pas obligé de le dire de façon agressive. On peut juste dire, vous me proposez vos saloperies de médicaments là? Non merci. Je vais prendre une autre voie. Euh, vous me mettez dans une situation de dépendance au niveau de mes récoltes en choisissant pour les OGM, etc. Non merci, je choisis l'agriculture biologique. Et je dirais, un individu, c'est Gandhi qui disait, un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir en place que 10 000 individus endormis et apeurés. Et moi, c'est ce que je vise aujourd'hui. C'est à travers l'enseignement que je donne maintenant via mon école en ligne, c'est de donner à chaque individu le pouvoir de rechoisir sa propre vie et de dire simplement, en fait, et ça c'est Hegel, je fais des parenthèses philosophiques, mais comme j'ai fait la philo, Hegel disait dans la dialectique du maître et de l'esclave, quand l'esclave meurt, le maître disparaît. Et donc, je fais prendre conscience aux individus petit à petit que s'ils sont dans une position d'esclavage, c'est parce que inconsciemment et involontairement, ils ont donné le pouvoir à l'autre d'avoir du pouvoir sur eux. Et que finalement, ce n'est pas en luttant contre le pouvoir de l'autre qu'on va s'en sortir, mais simplement en arrêtant d'alimenter ce qui permet à l'autre d'avoir du pouvoir sur moi. Et ça, c'est radical. Mais ça commence par quelle étape? Ça commence par parler, agir dans le contexte du travail, parce que souvent on sent, beaucoup de personnes du moins se sentent prisonniers de leur travail, des factures à payer, etc., du quotidien, des enfants. Oui, on a envie de bien manger, mais bon, ça coûte cher, et ci et ça. On connaît cette histoire et le dilemme. Alors par où commencer? Pour moi, la réponse, elle est très claire. C'est commencer par se remettre à l'écoute de soi, se remettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. De son rythme, en fait, un peu, de son pas seulement être. Pas seulement le rythme, c'est être à l'écoute de toutes mes frustrations, de tous mes malaises. Parce que, et ça j'en fais l'expérience, tu sais, j'ai formé des dizaines de milliers de personnes, et chaque fois que je pose la question, je dis à la personne, prends le temps de juste écouter à l'intérieur de toi par rapport à cette situation, qu'est-ce qui n'est plus acceptable pour toi? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce qui est source de frustration pour toi aujourd'hui? Eh bien, la réponse sort la plupart du temps comme une balle de fusil. En fait, il suffit de se reconnecter quelques instants à soi pour se rendre compte, mais cette situation, en fait, ne me convient plus. Mais la vie moderne dans laquelle nous vivons nous distrait. Alors, une distraction, j'aime bien l'étymologie de ce mot parce que c'est distraere en latin, et traere, ça veut dire tirer, et dis, au loin. Donc, quand on est dans la distraction, on est tiré au loin de soi. Et c'est vrai que c'est ce qui nous est proposé en permanence par la télévision, par les médias, par tous les amusements qui nous sont proposés, c'est d'être distrait. Mais chaque fois que nous sommes distraits, nous sommes loin de nous. Et quand nous sommes loin de nous, nous ne sommes plus capables de même sentir le mal-être existentiel dans lequel nous sommes. Donc, si on ne commence pas par cette première étape de juste faire un bilan de ma vie et de me dire, mais est-ce que la vie que je vis est vraiment celle que j'ai envie de vivre? Il y a une auteure australienne qui s'appelle Bronnie Ware. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'elle. Son livre vient d'être traduit en français. Moi, je l'avais lu en anglais. Son livre s'appelle, en anglais, c'est The Top 5 Regrets of the Dying. Donc, les 5 plus grands regrets juste avant de mourir. Et cette femme, pour qui la vie n'avait plus beaucoup de sens, s'est dit, pour retrouver un sens à ma vie, je vais aller faire de l'accompagnement des mourants, je vais faire des soins palliatifs, puisque elle était artiste, elle était auteure, compositrice, chanteuse, mais sa vie n'avait plus beaucoup de sens. Donc elle a passé énormément de temps auprès des gens qui étaient en train de mourir, et elle s'est rendue compte en les écoutant que les gens, à la veille de leur mort, expriment toujours les mêmes regrets. Et elle a fait la liste des 5 plus grands regrets. Ça a été un best-seller. Son blog a été un best-seller et puis son livre a été un best-seller. Et le premier regret qui revient le plus souvent, c'est « Je n'ai pas eu le courage de vivre la vie que j'aurais vraiment eue
envie de vivre et j'ai plutôt vécu la vie que les autres voulaient que je vive. Donc pour moi, c'est ça. Reprendre le pouvoir, c'est de me mettre à l'écoute de moi et de me dire, est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment pour ça que je me suis incarné? Ou est-ce que je vais continuer à vivre ma vie en étant la marionnette inconsciente et involontaire de ce que les autres attendent de moi? Alors ensuite, une fois qu'il y a cette prise de conscience, parce que beaucoup de personnes ressentent ça, mais ensuite on repart vers ces cercles vicieux où on est réentraîné par un quotidien ou par une relation ou par quelque chose qui fait qu'on... Ou au pire, il y a même des médicaments. Il faut dire qu'il y a quand même... je sais plus, je regardais les pourcentages des personnes qui prennent des psychotropes. C'est dingue quand même. Donc comment on fait, au pire, encore plus quand il y a peut-être de l'alcool, des drogues impliquées, des médicaments, mais comment on fait? De toute façon, je suppose que la mécanique est la même. Une fois qu'on a réalisé ça, après? Mais après, la deuxième chose, et ça je citerai Carl Gustav Jung, qui est un de mes grands maîtres à penser, Jung disait, pour qu'il y ait une guérison, il faut 3 éléments. Et s'il manque un de ces 3 éléments ou 2 de ces 3 éléments, on ne peut pas arriver à une guérison. Alors ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison psychologique, ça peut être une guérison simplement de mon mode de vie. Et lui, il disait, premier élément, dans l'ordre chronologique, c'est la prise de conscience. C'est ce que je viens de te dire. Le deuxième élément, c'est poser des actes. Action. Poser l'action. Parce que prendre conscience que ma vie ne va pas bien et ne pas traduire cette prise de conscience à travers des actes que je vais poser pour que ma vie change, et là je pourrais te donner des exemples, eh bien ça va rester une prise de conscience et rien ne va changer véritablement dans ta vie. Donc le deuxième élément, c'est l'action. Le troisième élément, c'est la persévérance. Parce que Jung dit très clairement que c'est pas tout de te poser une fois un acte où je fais les choses différemment de ce que je fais d'habitude, ou pour une fois, j'ai posé mes limites par rapport à mon père, ou par rapport à ma mère, ou par rapport à ma femme, ou par rapport à mes enfants, ou par rapport à mon voisin, ou mon patron. C'est répéter ces actes dans la durée, de telle sorte que cette action que je vais semer va devenir à un moment donné une habitude. Et alors, maintenant, la grande question, c'est quel acte poser? Oui, oui. Et en plus, je pensais d'un seul coup au travail de ta compagne sur la neuroscience et justement de recréer ces nouveaux circuits aussi, de façon de penser, d'agir au quotidien pour que ça devienne des habitudes. Et en effet, c'est constamment redire non, non, non et oui à d'autres choses. C'est vrai que cette persévérance est tellement vraie. Oui, donc ma compagne s'appelle Cyrine Benmamou et donc elle est spécialisée dans l'accompagnement des stress post-traumatiques et elle aussi, elle accompagne les gens d'abord au niveau du corps, donc c'est vraiment une conscience corporelle parce que quand on est traumatisé profondément, il est nécessaire de sortir de sa tête et d'aller chercher vraiment la source du traumatisme au niveau cellulaire. Et une fois que les personnes qu'elle accompagne ont repris contact avec ce traumatisme et avec la souffrance qui est inscrite, qui est engrammée dans les cellules, elle encourage les personnes aussi à poser des actes. Parce que c'est en posant des actes qu'on recrée des nouveaux circuits neuronaux. C'est exactement ça. Et donc ensuite, donc là, à force, est-ce qu'il y a un petit conseil aussi par rapport à ça, justement par rapport à ces défis? Parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours ces mêmes défis jusqu'à temps qu'on comprend la leçon. Et ensuite, cette chose-là est transformée et pratiquement inexistante après. Ça a l'air d'être quand même quel est ce mécanisme-là ou quels sont les conseils? Parce que c'est pas évident quand même à mettre en place. Mais après, c'est comme si la conversation n'était plus là, n'était plus... C'était pas comme un petit nuage là au-dessus de notre tête tout le temps. Oui, c'est sûr que poser des actes, ça a l'air facile comme ça à dire, mais ça demande une véritable stratégie. Parce qu'on a en face de nous notre inconscient qui, au moment de notre naissance, a associé le premier grand changement de notre existence, puisqu'on est passé du monde intra-utérin au monde extra-utérin. Et dans le monde intra-utérin, tout était relativement constant. On était dans la même température, on avait le même niveau de nourriture 24 heures sur 24, on était touché en permanence, il y avait le même niveau d'obscurité, on était mouillé en permanence. Enfin bon, tout était constant relativement, le bruit était relativement atténué, donc on entendait toujours le battement du cœur de notre mère. Et puis au moment de la naissance, c'est un énorme traumatisme qui fait que tout à coup,
on a faim 3, 4, 5, 6 fois par jour et puis on est repu 5, 6 fois par jour. Euh, on a froid, on a chaud, on est mouillé, on est sec, on est dans l'obscurité, on est dans la lumière, on est touché, on est abandonné, etc. C'est-à-dire que là, tout à coup, notre première expérience de changement dans l'incarnation, ça a été une expérience qui s'est traduite par énormément de souffrance, énormément de traumatisme. En fait, c'est un traumatisme, la naissance. Nous, les adultes, on a l'air de regarder les enfants naître en disant « Oh, quel merveilleux événement !» Mais en réalité, pour l'enfant, pour l'être qui entre dans l'incarnation, c'est un traumatisme. À partir de là, notre inconscient a mis en place une équation au niveau de notre, je dirais, de notre existence, qui est, chaque fois qu'il y a un nouveau changement, nécessairement, ça va se traduire par des nouvelles souffrances, des nouveaux traumatismes, etc. Donc, nous allons devoir négocier en permanence avec notre inconscient lorsqu'on va poser des actes. Parce que si on pose des actes de façon forcée, si on essaye de passer en force, en négligeant ce côté sombre de notre existence, eh bien, tôt ou tard, le naturel va revenir au galop et on va observer, sans savoir d'où elles viennent, des résistances au changement. Et là, c'est un processus que j'enseigne depuis des années et des années, parce qu'effectivement, c'est vraiment, on a vraiment besoin d'un mode d'emploi pour négocier avec notre inconscient. Je ne sais pas si tu veux que j'aille plus loin au niveau... Surtout dans quelques... Alors, je suppose qu'il y a des centaines de vidéos et de livres et tout ça, mais au moins quelques indices sur... comment se faciliter la tâche là, parce que j'en suis super consciente qu'on n'a pas besoin, ça n'a plus besoin d'être un long processus hyper lourd, hyper dur et tout. Donc on veut les clés, genre les petites clés là, paf paf. Bien sûr qu'il y a un long processus, Oui, etc. Mais il y a quand même des choses qui peuvent se faciliter. Je sais qu'il y a des formules, il y a des choses qu'on peut faire quand même au quotidien pour s'ouvrir à la vie au lieu d'essayer de rester là-dedans en fait, dans le cerveau, dans l'intellect. Et là ça bouge pas vraiment. Hein. Alors, je vais donner quelques conseils, je ne sais pas combien parce que là, j'improvise, mais le premier conseil que je donnerais, c'est de se donner des petits défis, mais de façon régulière, presque quotidienne. J'ai un ami avec qui j'ai travaillé pendant des années professionnellement, qui était champion du monde de course à pied, et qui disait « Soyez ambitieux, mais dans l'infiniment petit ». C'est-à-dire, le but ultime, c'est de vraiment changer toute votre vie, mais soyez ambitieux dans l'infiniment petit, c'est-à-dire chaque pas que vous allez poser va avoir cette ambition de changer complètement votre vie, mais n'y allez pas avec des trop gros pas ou des trop grosses tranches dès le départ. Il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup qui dit « Le pas que je dois faire pour aller jusqu'au puits n'est pas plus difficile à faire que le pas que je vais faire pour aller jusqu'au bout du monde. » Parce qu'un pas, ce n'est pas difficile à faire. Et si on se laisse impressionner par le chantier qui nous attend, parce que certaines personnes ont des souffrances énormes, on peut être découragé dès le départ. Mais si on se focalise sur le pas que j'ai à faire aujourd'hui, là, ça devient beaucoup plus accessible. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dirais ne plus forcer. Ça, c'est ce que je répète à mes étudiants à longueur d'année. C'est dès que vous sentez que vous commencez à forcer un changement, arrêtez. Et ça a été prouvé au niveau neurosciences. C'est que lorsque j'essaye de mettre en place un nouveau comportement, mais en forçant, en disant « il faut absolument que je fasse ça, il faut, hein, je dois, etc. » Donc, tout c'est ce que Kant appelait les impératifs catégoriques. Et bien, chaque fois que je fais ça, pour essayer de changer à la force du poignet un changement que j'ai jusqu'à présent, eh bien, au niveau neurologique, les circuits vont avoir tendance à être renforcés au niveau de ce qui est déjà connu. C'est-à-dire les anciens circuits neuronaux vont être renforcés parce que justement, j'y mets une énergie et une énergie de déplaisir. Donc, ma deuxième recommandation, c'est que si le changement génère, dès que le changement génère un déplaisir, arrêtez aujourd'hui et reprenez demain. Ça a l'air paradoxal, mais pour en avoir discuté avec plusieurs psychiatres alternatifs, ils me disaient, parfois mes clients, le premier jour, ne font leur changement que pendant 5 minutes. Après 5 minutes, ils ont un déplaisir, ils arrêtent jusqu'au lendemain. Le lendemain, ils ont un quart d'heure de plaisir dans le nouveau comportement avant que ça ne commence à devenir difficile.
là on s'arrête. C'est-à-dire que toute notre éducation qui nous disait termine ton assiette, va jusqu'au bout de ton devoir, après tu iras bouger ou jouer ou des choses comme ça, eh bien c'est tout faux en fait. Et si on avait une stratégie de changement où mais avec la régularité, avec la persévérance, hein, ça c'est le troisième élément dont Jung parlait. Donc il ne s'agit pas de dire je le fais une fois et puis oh ça me plaît plus et je ne le fais plus pendant 15 jours. Non, je le fais tous les jours, mais je le fais tant que j'ai du plaisir. Si les premiers jours j'ai 5 minutes de plaisir et puis après ça commence à devoir forcer, j'arrête. Ça c'est le deuxième grand conseil. Rien qu'avec ça, je dirais, on peut déjà aller très loin. Il y a un engagement aussi quand même qui est nécessaire. Oui, il y a un engagement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un objectif. J'ai vraiment un objectif. Je vais visualiser en fait le type de vie que j'ai envie d'avoir. Ça va être, je dirais, le but ultime qui va me motiver à rester persévérant au quotidien. Tu vois, par exemple, moi, pour exercer mon métier, pendant des années, j'ai eu une vie de bâton de chaise. Je faisais 70 000 km par an en voiture, à peu près 100 000 km par an en TGV et en avion. Tout ça dans la même année. Je passais à peu près 180 nuits à l'hôtel par an. Donc, je ne voyais jamais ma première femme, je ne voyais jamais mes enfants. Et, et donc, j'en étouffe d'ailleurs encore aujourd'hui parce que effectivement, c'est une vie qui choque comme une... Ouais, c'est ça, ça te choque comme on dit au Québec. Donc, oui, j'ai toujours été passionné par l'enseignement, mais le vivre dans des conditions pareilles, non, je ne voulais plus. Et donc, j'ai eu cet objectif depuis des années de dire, je veux changer de vie, je veux changer ma façon de vivre, etc. Ça, c'était mon but ultime, c'était le résultat. Et ça fait 5 ans que j'ai mis en place un processus où je savais que je voudrais un jour créer une école en ligne pour enseigner à partir de chez moi, à partir de mon studio qui se trouve dans le sous-sol de ma maison, et de pouvoir continuer à toucher autant de personnes qu'auparavant, mais en ayant moins d'impact sur le plan écologique. Je n'ai même plus de voiture, je ne prends quasiment plus jamais l'avion, ni le train, ni quoi que ce soit. Les personnes qui me suivent ne prennent plus la voiture non plus, donc finalement sur le plan écologique, on est gagnants tous. Et moi, en termes de qualité de vie, je travaille dans un cadre comme celui que tu vois pour l'instant. Quand tu me quittes, je vais aller enregistrer la vidéo de lundi prochain et je travaille de cette façon-là. Mais il m'a fallu 5 ans où j'ai posé petit acte par petit acte, où j'ai appris toutes les techniques que j'avais besoin d'apprendre pour aujourd'hui pouvoir travailler de cette façon-là. Donc, Pardon. Donc, je dirais que, et c'est vraiment la vision d'un autre mode de vie qui m'a permis au quotidien de me dire, OK, encore aujourd'hui, je vais apprendre. Et je dirais que tout être humain est un être en apprentissage, toujours. On a de l'eau là derrière, hein. J'adore cette fontaine et j'ai l'impression que ça fait aussi partie des enseignements maintenant d'être fluide, parce qu'on ne peut pas avoir ces buts bien fixes parce qu'on ne sait pas en fait ce que la vie va pouvoir nous offrir ou vraiment quel est notre plein potentiel. Comment on peut vivre ça au quotidien en étant en même temps en étant persévérant mais tout en étant dans ce lâcher prise des événements? Ben, ça, c'est tout un défi, hein, effectivement, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, on a tous le défi de payer nos factures à la fin du mois, de payer notre loyer ou de payer le remboursement d'une maison, et en même temps d'être fluide. Et je dirais que pour moi, le choix a été fait depuis très très longtemps, c'est que je n'ai jamais fait passer les questions d'argent avant la question du bien-être. Et à l'époque où je travaillais comme consultant en entreprise, puisque j'étais une star auprès du patronat français pendant des années, avant que je sois vraiment tanné et que je sois vraiment fatigué de voyager tout le temps et de rencontrer ce stress permanent dans le monde des entreprises, ce qui fait que j'ai quitté le monde des entreprises et je ne travaille plus maintenant qu'avec des individus. Mais j'ai toujours fait passer mon éthique et la fidélité à mes propres valeurs avant les problématiques d'argent. Et chaque fois que j'ai fait des choix
majeur dans ma vie. À l'époque où je travaillais en entreprise, je vivais dans un château en Belgique que j'avais acheté. Ce n'était pas un château de famille. À 33 ans, j'ai acheté un immense château dans un immense parc avec des arbres plusieurs fois centenaires, etc. Mais j'étais prisonnier en même temps de cela. Le jour où j'ai décidé de quitter ce mode de vie, j'ai été obligé de revendre mon château. J'ai été obligé de faire 7 fois moins de chiffre d'affaires en une année. Et donc, mais pour moi, ce qui était essentiel, c'était de rester fidèle à mes valeurs plutôt que de devenir esclave. Pendant des années, j'étais très fier de dire je suis travailleur indépendant. Je n'ai pas de patron. D'ailleurs, j'ai jamais eu de patron. Dès que j'ai quitté l'université, je suis devenu entrepreneur. Et j'étais très fier de cela. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que la seule personne à qui j'avais à rendre des comptes, c'était mon banquier, qui me téléphonait 2 fois par an et qui venait dans mon entreprise pour me demander où est-ce que vous en êtes, quels sont vos contrats, quelles sont vos perspectives, quelle est votre stratégie. Et je me rendais compte que mon patron, c'était mon banquier. Quand j'ai pris conscience de cela, j'ai tout vendu, j'ai licencié tout mon personnel et c'est à ce moment-là que je suis venu au Québec. Alors j'ai eu un train de vie beaucoup moins important, j'ai dû faire attention aux sous que je dépensais, mais je suis resté fidèle à moi. Donc je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut rester dans la fluidité, c'est de se dire qu'un train de vie, ça peut monter, mais aussi ça peut descendre et il n'y a personne qui en meurt. Oui, parce qu'on est en même temps, il y a cette envie de posséder, d'avoir, et en plus il y a des messages à tout va par la télé, etc. Et on se rend compte que c'est dans cette société actuelle qui bouge énormément. C'est pas là, il faut justement pouvoir, pas courir, mais partir, il faut être super flexible, hein, c'est fou. Et en même temps, il y a cet ego, où il y a cet ancien mode de fonctionner. On est un peu tiraillé entre deux modes hein, par moment, hein, jusqu'à temps que est-ce qu'il y a un moment où vraiment on passe de l'autre côté, on est à 100% tout le temps, où on doit être quand même bien réveillé, conscient qu'à tout moment, les peurs peuvent croupir Je crois que c'est un défi de chaque instant, effectivement, et je ne pense pas qu'on bascule jamais de l'autre côté. En tout cas, moi, c'est une autre illusion. C'est une autre illusion. Je ne me considère pas comme étant ni un être réalisé, ni un maître spirituel, ni quoi que ce soit. Mais il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman j'adore Jean-Jacques Goldman de toute façon, et il y a une chanson que j'aime beaucoup où il dit « J'ai pris les choses et les choses m'ont pris », où il démontre dans sa chanson de façon très poétique que nos possessions nous possèdent finalement. Et ça a été ma grosse prise de conscience à l'époque où je vivais dans un château, c'est que finalement j'étais possédé par mon château et ce n'était pas moi qui possédais mon château. Et ça, à partir de là, j'ai fait une longue période où j'ai été locataire quand j'ai vécu pendant 9 ans à Montréal en étant locataire. Et c'est tout simplement parce qu'ici à la campagne, au Québec, il est quasiment impossible de louer une maison comme on le fait en Europe, que j'ai été, je dirais, amené à racheter une maison, mais je dirais que je me sens détaché par rapport à cette maison. C'est-à-dire la même mentalité, ou c'est plus ce qui a créé, ça n'a pas été fait de la même façon. Non, c'est ça. J'ai envie de raconter une petite histoire aussi à propos de Saint François d'Assise, comme ça je vous fais voyager un peu dans le temps. Saint François qui est reconnu dans la chrétienté comme, je dirais, un des exemples de renoncement et de pauvreté et de simplicité. Hein. Les franciscains, quand on va dans un monastère franciscain, c'est toujours extrêmement dépouillé par rapport aux bénédictins ou à d'autres ordres. Et un des disciples de Saint François s'était dépossédé de tout, sauf de son bloc de papier et de son crayon, parce qu'il adorait dessiner les oiseaux, les animaux, etc. Et un jour, Saint François, pour le mettre à l'épreuve, lui dit « Prête-moi ton crayon ». Et l'autre lui dit « Ah non, 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 jamais de la vie, j'ai renoncé à tout pour te suivre, mais le crayon, ça, jamais je ne te le prêterai. » Et Saint François lui a dit « Écoute, tu es bien plus possédé par ton crayon que ne le sont les riches qui sont encore dans leur maison. Parce que ce que je t'enseigne, c'est l'esprit de pauvreté. Ce n'est pas le nombre de choses que tu possèdes. » C'est-à-dire qu'on peut se trouver effectivement avec une voiture parce qu'on en a besoin ou une maison, etc. Mais quel est le rapport que j'entretiens avec cette chose que je possède ou est-ce que je suis possédé par cette chose? Et donc ce disciple de Saint François d'Assise, n'ayant qu'un crayon, tenait beaucoup plus à ce crayon que peut-être quelqu'un d'autre tiendra à sa voiture ou à sa maison. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est le rapport que nous avons aux choses.
C'est une très très belle. C'est très important de dire ça. Et puis il y a ce côté aussi jugement des autres, je trouve, qu'on reçoit. Même moi, je le vois à travers mon travail. Hein, des personnes qui peuvent juger sur certaines attitudes, sur un certain langage, sur une certaine façon d'être. Quand finalement, alors qu'on a cette liberté et on vit cette vie qui nous correspond et qui est dans cette essence et qui est en intégrité et qui est faite bien sûr de manière humaine, mais qui correspond. Comment faire face à ça et encore avoir son pouvoir, en plus sachant qu'on fait ça pour le bien et avec bon cœur et vraiment dans un bon état d'esprit. Comment, j'ai envie de finir cette interview avec toi là-dessus, parce que c'est important, malgré les circonstances extérieures, de tenir le cap, malgré le jugement des autres, malgré la dureté des autres, comment, et nos proches encore pire, comment comment rester aligné et continuer vers ce chemin. Alors moi, j'ai une pratique qui est surprenante, mais quand je la fais expérimenter à d'autres, ils comprennent le bien fondé. C'est que tous les choix importants de vie que j'ai eu à faire dans mon existence, et Dieu sait combien j'ai fait de choix de réorientation de ma carrière, je les ai faits, ces choix, en me mettant en présence de ma propre mort. C'est-à-dire, je me suis imaginé mort dans 1 an plus tard, ou 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, peu importe l'échéance, et de me dire, OK, si je fais un choix de vie qui va dans cette direction-là, le jour où je serai mort, est-ce que je serai content d'avoir fait ce choix et d'avoir orienté ma vie de cette manière-là? Ou si j'oriente ma vie dans tel autre sens, quand je serai mort, est-ce que je serai content? Est-ce que je serais capable de répondre, c'est les Amérindiens qui disent que lorsque l'on meurt, si on a de la chance, on va rencontrer le grand aigle qui va nous poser 3 questions fondamentales. La première question, c'est comment as-tu aimé? Deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et troisième question, as-tu participé à un projet plus grand que toi qui te dépasse et pour lequel tu as contribué à ce que le monde soit meilleur pour tes enfants qu'il ne l'était pour toi? Et je remets tous mes choix de vie en présence de ma propre mort. Donc, je pense régulièrement à ma propre mort chaque fois que j'ai un choix fondamental à faire. À quoi je vais consacrer mon temps? Et plus j'avance en âge, j'ai 52 ans maintenant, je me sens encore très jeune, mais plus j'avance en âge, plus je me dis, je n'ai plus le droit de gaspiller ma vie. Et je vais vraiment à l'essentiel. Mais c'est la mort qui me permet d'être beaucoup plus vivant. C'est paradoxal, mais c'est vraiment comme ça que je vis ça. Donc quand les autres peuvent avoir un jugement, dans le coup, on est encore plus enraciné. Quel est le rapport entre vraiment ce choix fondamental et les autres? Ben, c'est que le jour où on est mort, les autres, ils sont plus là, hein, de toute façon. non, mais c'est vrai. Ils seront peut-être autour du cercueil ou pas, mais de toute façon, oui, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Parce que le jour où on est mort, on est juste face à soi-même, et peut-être au Grand Aigle ou à Saint-Pierre, ou enfin peu importe les croyances qu'on a, hein, mais c'est nous qui allons être confrontés à ces 3 questions. Est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je aimé? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et est-ce que j'ai contribué à un projet qui me dépasse et qui a contribué à un monde meilleur? Les autres, ils seront plus là le jour de notre mort. De toute façon, on est né seul et on mourra seul. Ça c'est une évidence pour moi. Très très bien, merci beaucoup de cette délicieuse conversation, Jean-Jacques. J'ai vraiment énormément apprécié dans ce magnifique cadre avec une température absolument parfaite au Québec au mois d'août. Oui. C'est magnifique, merci. Merci beaucoup, Lilou. Merci mes délicieux co-créateurs d'avoir regardé cette vidéo, de la partager, de vous en nourrir, parce que c'est bon ça, au-delà des mots, il y a une belle énergie ici qu'on vous transmet, on vous envoie plein d'amour, plein de gros bisous, au revoir. Au revoir.